Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Livres en série, émission spéciale du podcast Histoire en série où je reçois comme ça des personnes, des chercheurs, des journalistes qui écrivent sur les séries, qui écrivent des ouvrages qui peuvent vous intéresser. Et aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Pierre Langlais. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors Pierre, pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, qui ne regarderaient pas le Cercle Série sur Canal+, ou qui ne liraient pas vos chroniques régulières et toujours excellentes sur Télérama, vous venez de sortir un ouvrage qui là aussi est très très intéressant à lire pour comprendre comment on écrit une série. Le titre, c'est Créer une série, témoignages croisés et confidences des auteurs de The Shield, 10%, Happy Valley, Borgen et bien d'autres, on va y revenir, qui vient de sortir tout juste dans ces dernières semaines chez Armand Collin. Pierre, d'abord, comment se passe le lancement de cet ouvrage ? Plutôt bien. Je suis très touché et en même temps très humble face aux retours qui me sont faits, à la couverture médiatique qui a été assez importante. Je crois que le livre a été très chaleureusement accueilli, en partie parce qu'il se mêle à tout ce qui a été dit sur la place des scénaristes de séries ces temps-ci en France. En autre partie, je l'espère, parce qu'il a intéressé et surpris les gens. Mais en tout cas, c'est une belle réception pour l'instant et du coup, je suis ravi de pouvoir me mettre à nouveau dans cette position qui est la mienne dans ce bouquin, puisque je m'amuse à dire, mais c'est pas seulement vraiment par modestie, que c'est pas un bouquin sur moi et c'est presque pas un bouquin de moi, c'est un bouquin de ces gens qui prennent la parole dans ce livre, tous ces scénaristes, et qui ont de belles histoires à raconter. Et j'ai eu le plaisir d'être le réceptacle de ces histoires. Et je l'espère d'en avoir fait quelque chose qui est en soi une histoire aussi. C'est exactement ce qu'on perçoit quand on le lit. On prend du plaisir à le lire, à la fois parce que on peut changer comme ça de personnage selon les différents, comme on dit en anglo-saxon, showrunners, hein, tous les scénaristes que vous avez pu avoir. Et vous avez pu avoir, on va le voir parmi eux, des grandes pointures, hein. On peut penser bien sûr à David Simon, le grand scénariste de Trémé, mais aussi de The Wire, et puis d'autres, on va y revenir. Mais comment vous est venue à vous, Pierre, l'idée de faire cet ouvrage autour de ces scénaristes-là, avec l'idée, le fil continu qui est de comment est-ce que l'on crée une série ? En fait, je pense qu'il n'y a pas plus con comme idée, excusez mon français, hein, mais c'est vraiment la base, en fait. C'est tout simplement, je suis revenu au 101, comme disent les Américains, au cours de base. Juste, j'ai besoin qu'on me raconte comment ces séries se fabriquent. Mais évidemment, la spécificité de ce livre, c'est que j'ai voulu qu'on me le raconte parce que moi, j'ai beau être spécialiste des séries, la technique, ça m'emmerde pas mal. Je ne suis pas un universitaire, donc je ne creuse pas les œuvres longuement en allant chercher chacun de leurs recoins, etc. Mon métier, c'est plutôt critique et donc plutôt d'essayer de raconter aux gens pourquoi il faut aimer telle ou telle série ou ne pas les aimer d'ailleurs. Et donc en fait, l'idée de départ, c'était vraiment derrière tous ces bouts d'analyse, derrière tous ces grands textes qui sont écrits, derrière tous ces débats sociétaux, techniques, critiques, et qu'est-ce que c'est que le phénomène sériel, etc., mot qui m'irrite profondément, parce que ça fait bien longtemps que c'est plus un phénomène. Euh, qui sont les gens qui racontent ces histoires-là et en fait, pourquoi ils le font? euh, et en fait, j'avais été très, très marqué par le livre de Brett Martin, des hommes, comment dire, c'est Difficult Men en anglais, des hommes tourmentés en français, qui est un récit comme ça de comment les séries américaines ont explosé au début des années 2000, et qui est un vrai livre, un vrai récit, presque un roman, j'exagère, mais en tout cas,
ça se lit avec bonheur et avec des personnages dedans. Et je me suis dit, si moi j'étais capable aussi de raconter une histoire avec des personnages et d'aller avoir des êtres humains et pas seulement des scénaristes, des êtres humains me raconter leur travail et leurs combats et leurs difficultés et leur bonheur pour pour remettre de l'humain dans la série télé, qui est pour moi avant tout un art de l'humain, un art du personnage, et qu'on oublie parfois en partant dans des grands débats théoriques sur l'objet sériel lui-même et en oubliant peut-être parfois les gens qui se cachent derrière, malgré eux souvent, et qui sont eux aussi des gens passionnants. Donc, effectivement, hein, on disait, c'est très intéressant ce que vous venez d'aborder parce qu'il y a de l'humain dans les séries, il y a de l'humain, on voit bien dans l'écriture de la série, et vous le dites fort à propos dans votre introduction que vous avez intitulée De l'autre côté de l'écran, vous nous amenez à essayer de comprendre ces personnes qui sont dans leur processus de création sérielle, personnes souvent qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, c'est aussi peut-être leur statut est paradoxal parce qu'on ne connaît pas aussi bien un scénariste de série que souvent qu'un réalisateur de cinéma, par exemple. Donc ça, on pourra peut-être y revenir, Pierre. Mais moi, j'ai trouvé que la préface qui a été rédigée par Caroline Proust, qui est comédienne, elle vous a fait une jolie préface qu'elle a très joliment d'ailleurs intitulée Au commencement était leur verbe. C'est véritablement cette idée-là de remettre ces personnes-là au cœur du processus créatif et au cœur de la série finalement. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai insisté pour qu'on en voit 4 d'entre eux sur la couverture, parce qu'ils ne sont pas des visages familiers, qui ne sont pas des visages vendeurs, si j'ose dire, d'en revenir au fait que toutes ces séries que vous regardez, alors non seulement elles ont une existence, elles sont presque des êtres humains à part entière, parce elles sont nées, elles ont vécu, elles sont mortes. C'était un petit peu le titre de travail numéro 1 de ce livre, c'était Vie et mort d'une série télé, comme si ça avait été un être humain. Mais aussi celles et ceux qui sont derrière ces séries-là ne sont pas nécessairement des faiseurs, ne sont pas nécessairement des techniciens. Fatalement, ils le sont un peu, et il y en a certains, notamment Adam Prisseux, le créateur de Borgen, qui se présente vraiment comme un ouvrier de la série télé, comme quelqu'un qui va au bureau, même un bureaucrate de la série télé presque, un employé de la série télé qui a des horaires fixes, quasiment 9h-17h, et qui sur ces horaires-là avance vers sa deadline. Euh, mais, euh, mais tous, d'une façon ou d'une autre, parlent de leur intimité. Et en fait, mon processus a été quasi systématiquement le même. Ça a été de partir de points techniques, voilà, la création des personnages, le décor, la rencontre avec les réalisateurs, la rencontre avec la chaîne, le travail avec les chaînes, etc. Sauf qu'à chaque fois, une fois qu'avait commencé l'explication là ou du scénariste ou créateur que j'ai en face de moi, parce qu'il y en a qui sont aussi réalisateurs ou comédiens, qui ont plusieurs casquettes, et de leur dire très bien, mais vous me parlez de ça, mais ça s'est passé comment émotionnellement? Vous vous souvenez un petit peu de tous ces moments-là et pourquoi vous avez agi comme ça et pourquoi vos personnages s'appellent comme ça et pourquoi ils parlent avec cette voix-là, mais pourquoi vous avez pris tel acteur au casting? Et donc, en fait, de les amener en permanence à revenir à eux et à ne pas être dans un mouvement de modestie, mais plutôt d'introspection et de se mettre en avant eux-mêmes et de se raconter. Et c'est pas si souvent qu'on le fait avec les créateurs de séries. Alors on le fait quand on a des entretiens avec David Simon ou avec des gens qui sont des gens connus où on va aller leur parler de leurs engagements, etc. Mais euh, on n'a pas toujours le temps. Là, j'ai eu entre 3 et 4 heures avec chacun d'entre eux d'aller pousser un petit peu, reposer 3 fois la même question. C'est pas un luxe qu'on peut toujours se payer quand on fait des entretiens journalistiques. Mais c'est à ça que sert un livre aussi. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je ne prétends pas que 100% de ce qui est raconté dans ce livre est inédit et qu'on ne l'a jamais lu ailleurs. Par contre, 100% de ce qui est dans ce livre est issu uniquement de ces interviews-là. Ce n'est pas du recyclage de choses que j'ai fait par le passé. Et surtout, la dynamique progressive, la confiance grandissante avec ces gens-là, dont certains m'étaient familiers avant l'écriture de ce livre,
fait que, à mon grand bonheur, et j'ose dire à ma grande surprise, parce que c'est parfois des gens qui sont des gens très importants et très puissants, euh, il y a eu une forme de confession qui a pu se faire. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle confidence, hein. Confession, ça aurait été un petit peu trop Rousseau. Mais il y a des choses qui sont dites qui sont de l'ordre du partage. Moi, j'ai fait un peu mon psy, quoi, ici ou là. Mais jamais gratuitement, jamais pour vous dire que telle ou telle personne a souffert ici ou là. Parce que je pense que l'expérience humaine qui est racontée dans ce bouquin en dit long sur ce que c'est que de créer une série, et donc en dit long sur ce qu'est une série elle-même, le produit fini, l'œuvre elle-même. Effectivement, puis vous, ce qui est très intéressant, j'allais dire, vous commencez par le commencement, et là aussi on voit bien hein, votre démarche de remettre ces personnes-là au centre de la création d'une série. Vous nous présentez d'abord dans une première partie les différents créateurs de séries français ou anglo-saxons, et je l'ai dit tout à l'heure, parmi lesquels certains très connus dans le milieu des séries, hein, on pense notamment à David Simon, je l'ai dit en introduction, qui est quand même, de par les deux grosses, très grosses séries qu'il a écrites, The Wire et Trémé, une référence. Mais il n'y a pas que lui. Et on voit bien que chacun, qu'il soit connu, moins connu, qu'il soit français ou anglo-saxon, moi, quand j'ai lu votre ouvrage, on sent quand même, vous l'avez dit, même s'il le présente de façon différente, on sent l'amour de l'écriture et l'amour de l'écriture sérielle en Oui, alors particulier. d'abord par rapport à ce que vous disiez sur le fait que le livre s'ouvre sur une galerie de portraits avec des photos qui sont d'ailleurs toutes inédites, puisque certaines ont été prises par moi-même, car cet ouvrage a été préparé avant la crise du Covid. J'ai écrit pendant le premier confinement, mais j'ai fait tous les entretiens avant. Donc j'ai pu rencontrer une partie d'entre eux. Les autres, c'est leurs assistants qui ont été des gens extraordinaires, extrêmement utiles et efficaces, qui les ont pris en photo. Donc, si vous regardez les photos qu'on a toutes mises en noir et blanc, mais elles sont créditées à des gens dont vous n'avez jamais entendu parler, eh bien, ce sont les assistants des uns et des autres qui ont eu la gentillesse de les prendre en photo à leur bureau, devant leurs ordinateurs pour 99% d'entre eux. Euh, et parce qu'il est nécessaire aussi de les présenter, tout simplement. J'espère que ce livre est assez pédagogique pour être lu par des gens qui ne sont pas des spécialistes et qui ne savent pas forcément qui est David Simon. Et que, en quelques mots, c'est important de le remettre en contexte, de rappeler qu'il était journaliste et de présenter un petit peu le personnage. C'est pas une pièce de théâtre que j'ai écrit là, mais en fait, le but, c'est ça, c'est de dire, allez, voilà nos personnages, un peu à la manière de Pierre et le Loup. Et ensuite, de les mettre en scène et maintenant, voici leur histoire. C'est comme ça que finit l'introduction. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils se mettent à raconter. Mais pour moi, c'est pas seulement de l'amour, hein. C'est une nécessité. Pour moi, c'est ce qui se dégage de ce bouquin, et c'est d'ailleurs ce que dit très bien Cathy Vernet, qui a fait aussi une très belle postface, qui, moi, m'a fait beaucoup de bien, d'une part, parce qu'elle dit, bah, j'ai lu ce bouquin, je m'y suis reconnue, et comme elle est scénariste et réalisatrice, c'est plutôt bon signe. Et en fait, je crois que Cathy Vernet dit très bien une chose, c'est qu'en fait, c'est extrêmement pénible de faire une série, mais c'est extrêmement plaisant pour ces gens-là, et que le bonheur d'accoucher d'une œuvre réussie mérite toutes les souffrances. Et donc, on me pose souvent la question de savoir si l'écriture de ce bouquin m'a donné envie d'écrire une série. Et je réponds heureusement ou malheureusement pas du tout. Parce que je pense que ceux qui écrivent des séries doivent écrire des séries. Euh, Comme toute forme artistique, je ne peux pas croire, il y a peut-être quelques cyniques qui s'en sortent et qui vendent au peuple de la soupe indigeste, enfin, ou digeste justement, trop facilement digeste, que les gens vont avaler sans se poser de questions. Je pense que toutes les grandes séries sont des œuvres nécessaires. Peut-être pas pour des millions de gens, mais en tout cas pour celle ou celui qui l'a fait. Et tous les gens qui parlent dans ce bouquin-là, ils ont la dalle, ils ont envie, ils ont besoin d'écrire. Alors, il n'y a que David Simon qui fait son cynique comme d'habitude et qui dit, bon, si on m'interdit de faire des séries, ne vous inquiétez pas, j'irai refaire du journalisme, après tout, c'est ma formation. J'y crois pas une seconde. Je pense que David Simon, il croit à fond en ce qu'il fait et que si on l'interdit de faire des séries, il ne sera pas content. D'autant que quand il n'est pas content, il ne s'empêche pas de le dire. Donc, non, moi, je pense que c'est plus que de l'amour. Je pense que c'est un besoin vital qui s'exprime dans ce bouquin.
Et puis, on continue sur la suite et là, on rentre dans le processus de création sérielle et c'est très intéressant parce que vous nous amenez, j'allais dire, quasiment, main dans la main, de la naissance, de la germination de l'idée de l'écriture sérielle jusque à la diffusion de la série, jusqu'à la diffusion de la dernière saison et vous en faites d'ailleurs même une petite, pré-conclusion là-dessus. C'est très intéressant, on va y revenir. Alors, j'aimerais que vous nous présentiez maintenant, peut-être on va pas reprendre toutes les thématiques une par une, mais en tout cas peut-être les grandes étapes, en commençant par, comment est-ce que ces créateurs, vous ont dit que naissait une série? C'est-à-dire, moi, je peux pas rentrer dans le détail de tout le bouquin parce que personne ne dit la même chose. Donc, en fait, si je dois vous dire comment naît une série, il n'y a pas de réponse. Chacun a sa propre réponse. Il y a des réponses qui se recroisent, il y a des réponses qui se ressemblent, il y a des réponses qui sont radicalement opposées. Mais au final, c'est la morale de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas de façon simple de vivre les choses. Chacun a sa propre approche. Donc, moi, j'ai un livre qui raconte trois choses. C'est comment une série. En gros, le gros du bouquin, c'est plutôt avant la diffusion, c'est-à-dire tout le processus de construction des personnages, du décor, de, des recherches, des conseillers, de comment on écrit, de comment on affronte la page blanche, etc. En fait, tout ça avant que la réalisation entre en jeu. Ensuite, il y a un plus court morceau du livre qui est consacré à l'existence de la série, c'est-à-dire au tournage, qui est forcément pas ce qui concerne le plus les scénaristes, mais aussi à la diffusion, à la réception d'une série et comment on vit ça et comment on avance avec les critiques, avec ces choses-là. Et finalement, comment est-ce qu'on fait mourir une série. Voilà les grands mouvements. Mais rentrer dans le détail, ça voudrait dire vous balancer tout le bouquin, ce qui évidemment, on n'en a ni le temps, ni mon intention, puisque mon intention est aussi que vous devriez l'acheter pour le lire. Mais c'est exactement ce que j'attendais de votre part, pas que vous me traduisiez, que vous me disiez tout le livre, mais c'est justement de rester très très évasif parce que quand on le lit, on voit bien qu'il n'y a pas une réponse univoque. Et ça, c'est très intéressant parce que justement, on comprend bien qu'à travers ce moment-là, c'est quelque chose de très personnel, la création d'une série, et que selon les aléas peut-être des fois de ce que veut la production ou autre, chaque série est unique de par sa création et ça, vous le montrez très, très bien. Alors, il y a une toute petite partie que j'ai beaucoup aimée, que vous avez joliment intitulée «Quand ça ne veut pas». Vous venez nous présenter ce qui arrive aux écrivains, ce qui arrive à tous ceux qui écrivent quelque chose. C'est le syndrome de la page blanche. Comment les auteurs ont présenté ça? Comment est-ce qu'ils vivent ça? Certains le vivent mal, d'autres le vivent peut-être en sachant que c'est inhérent au métier. Qu'est-ce qu'il en ressort de ça, Pierre? Il en ressort que la plupart, finalement, sont assez sereins en face de la page blanche. Il y en a même qui prétendent que ça n'existe pas, et que c'est normal et que ça fait partie du processus. Et que en gros, écrire, c'est essentiellement attendre. Et que quand on attend, bah, la page, elle reste blanche. Et que donc, il y en a qui sont capables de passer le blocage en écrivant n'importe quoi, si j'ose dire. C'est-à-dire en écrivant malgré tout, même s'ils trouvent que c'est nul. Il y en a d'autres qui vont se vautrer devant la télé pendant des heures pour que leur cerveau passe à un autre mode. Euh, et chacun a sa technique. Il y en a d'autres qui prennent une douche, hein, tout simplement. Mais ce qui m'a étonné, c'est que la plupart ont pris cette question-là avec un sourire en disant ah, bah, oui, mais en fait non, quoi. C'est-à-dire oui, c'est un fantasme en partie parce que évidemment que la page elle est blanche à un moment et que ça peut durer longtemps. Mais si vous faites une angoisse devant votre page blanche, vous êtes foutu. Il n'y a pas raison de faire une angoisse devant une page blanche. Mais c'est vrai que ça, c'est un problème qui touche n'importe quel auteur de série, de cinéma ou autre. Hein, mais il y a de toute façon un certain nombre de points dans ce livre qui sont finalement des questions sur l'écriture au sens large du terme, et qui ensuite se teintent de la spécificité de l'écriture sérielle. Et ensuite, on passe de l'écriture
souvent d'ailleurs solitaire, au travail d'équipe que vous avez intitulé Plus jamais seul, c'est-à-dire celui dans lequel la série va passer j'allais dire, d'un bout de papier, en tout cas, ou d'une forme informelle informatique, à quelque chose qui prend corps. Et ça aussi, c'est très intéressant parce qu'on comprend bien et on le voit bien, c'est une mise en valeur des différents métiers aussi que vous avez fait là quelque part, qui tournent, qui gravitent autour de la série. Ouais, d'autant que en fait, je j'ai jamais eu pour ambition de dire que la série télé était la propriété du scénariste. Il me semble que c'est important, comme vous le disiez tout à l'heure, de remettre quand même le scénariste au centre du processus. Mais en vrai, c'est un travail d'équipe. Et donc, il y a un moment, il faudra lâcher prise. Il y a un moment, il faudra travailler avec les autres, avec le producteur, avec la chaîne, avec les réalisateurs, avec tous les techniciens et tout. Sinon, bah, en fait, on écrit des bouquins, quoi. Les gens qui ne veulent pas travailler en équipe, ils peuvent écrire des romans, ça c'est faisable. Et encore, qu'à un moment, vous allez devoir bah, en fait, avoir une correction, un éditeur, enfin bref. Et donc, il y a bien un moment, il faut poser cette question-là, c'est-à-dire que moi, j'aime cette histoire quand ils sont seuls face à leur ordinateur parce que c'est quelque chose de très romanesque et ça permet de dessiner les personnages et tout. Mais il y a un moment, il faut aussi questionner cette chose qui est peut-être moins poétique de la nécessité industrielle de bosser tous ensemble. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ces chapitres-là, non seulement parce qu'on ne peut pas parler de la création d'une série sans le dire, mais aussi parce que mon ambition n'est pas de mettre les uns contre les autres, mais de raconter un récit tout en ayant conscience qu'il fait partie d'une histoire plus large. Euh, une série, c'est une œuvre chorale, entre guillemets, dans sa création, et chacun a son rôle à jouer. Et ce qui m'a intéressé, c'est le rôle du scénariste en majorité, même s'il y a dans ce bouquin des gens qui sont aussi réalisateurs, et du coup, ça fait des passerelles. Et puis derrière arrive la mise en chair, j'allais dire quelque part, de ce qui n'était pour l'instant que des lignes, c'est-à-dire avant cela le casting, puis le tournage. Et là aussi, vous montrez bien comment les choses se font, comment est-ce que les créateurs participent à tout cela. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on comprend bien qu'ils sont quand même là aussi au cœur de la série, qui n'est plus d'ailleurs tout à fait la leur, puisque désormais, les personnages qu'ils ont imaginés commencent à prendre vie. Oui, oui, il y a un moment où ça échappe en fait. Alors chacun résiste plus ou moins fortement. On sait que les Américains, avec le statut de showrunner, ont une très grande force de résistance, c'est-à-dire qu'ils restent en contrôle permanent de ce qui va pouvoir se faire. On sait qu'en France, c'est plus difficile, que le statut du scénariste de série français est rarement celui d'un producteur exécutif ou d'un showrunner, comme quelques-uns le sont, notamment Eric Rochant, pour ne citer que lui, avec le créateur du Bureau des légendes. Et donc, en fait, il y a un moment où il faut trouver sa place, et c'est pas facile. C'est pour ça aussi que j'ai choisi d'inclure l'équipe d'Ainsi soit-il dans ce livre, qui sont une équipe de quatre, deux scénaristes, un réalisateur, un producteur, qui ont travaillé main dans la main et qui, du coup, étaient bien contraints de se faire confiance les uns les autres, puisqu'ils étaient tous co-créateurs de l'œuvre. Mais on sait aussi qu'il y a des tensions, qu'il y a des tournages où la relation avec le réalisateur est problématique parce que le réalisateur va modifier l'œuvre d'une façon ou d'une autre. Et donc la question, c'est à quel point le scénariste va tolérer que son scénario soit modifié, s'il le tolère d'ailleurs, ou si on lui donne le droit de ne pas tolérer. Mais donc, évidemment, tout ça crée des tensions et il ne faut pas oublier que mon but n'est pas de voiler la réalité. C'est un essai à teneur journalistique que ce livre. Rien de ce qui est dit là-dedans n'est inventé. Au pire, c'est la parole d'un scénariste. Donc, si ce scénariste est un menteur, bah, ça se saura. Mais en l'occurrence, ils ont eu pleine liberté d'exprimer leur récit tel qu'ils le souhaitaient. Euh, mais c'est aussi un récit et donc, c'est important pour moi. Un bon scénariste de série vous dira il faut des conflits. Et donc, moi aussi, il me fallait des conflits. Et donc, il y a des moments où il y a des conflits dans ce livre, qui est quand même essentiellement un livre de joie et de réussite, parce qu'on parle de séries qui sont allées au bout de leur voie et qui ont réussi à toucher un public, contrairement à beaucoup de séries qui disparaissent et qui sont oubliées ou qui sont trop tôt annulées. Donc, globalement, c'est plutôt des expériences de joie qui sont partagées.
Mais il y a des moments de tension, il y a des moments de douleur, il y a des moments de frustration, y compris chez des grands showrunners américains qu'on pourrait penser être maîtres de leur œuvre et qui ont dû faire des compromis et qui en souffrent et qui le disent. Le statut ensuite de justement du showrunner ou du créateur de série hein, en France, on le perçoit à travers ce que la série devient quand on a commencé à en parler, Pierre, avec quand le public se l'approprie, parce que on voit bien l'idée que vous avez voulu montrer de par la diffusion. Par exemple, il y a un chapitre très intéressant sur comment on diffuse une série. Ça, c'est très très bien à comprendre parce que la série n'est pas la même selon ce qu'on veut en faire. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant selon où elle est diffusée aussi, si c'est sur une grande chaîne en access prime time ou si c'est sur une chaîne payante ou si c'est sur justement une plateforme de téléchargement. Et ça, c'est très intéressant, Pierre, parce que on voit bien que là aussi, il faut s'adapter au marché. Oui, alors ça, on n'en parle pas trop dans le bouquin. Enfin, c'est vraiment pas, je ne sais pas à quel chapitre vous faites référence, mais euh, le, le- la nature même, évidemment, c'est discuté, mais quelqu'un comme Tom Fontana, qui a été vraiment au premier balbutiement d'HBO, a été dans une situation particulière. En fait, il se trouve, le hasard a fait les choses comme ça, qu'il y a dans ce panel un certain nombre de créateurs qui ont été au début de quelque chose. Tom Fontana était au début d'HBO. Sean Ryan était au début de FX avec The Shield. Brian Aisley avec Skins était au début d'E4. Donc en fait, ils étaient dans des périodes un peu d'anarchie, si j'ose dire, en tout cas de libre travail. Ce qui m'a intéressé, moi, plutôt, c'est de voir à quel point les chaînes pouvaient participer au geste créatif en l'encourageant ou en le limitant par les angoisses qui peuvent être celles des diffuseurs de devoir toucher leur public. Ça m'a intéressé. Maintenant, toutes les séries dont on parle là ont eu de belles expositions, ont été diffusées généralement en soirée sur des chaînes ou très visibles ou très réputées. Et donc, il était moins question de discuter de cases et de savoir à quelle heure on passerait que de dire tout simplement, en fait, ça se passe comment quand on doit vendre sa série et qu'on se retrouve face à face avec quelqu'un qui doit la diffuser et qui doit faire de l'audience. Et évidemment, comme David Simon, qui n'est pas du tout dans cette dynamique-là et qui n'a jamais fait d'audience et qui n'est pas là pour faire de l'audience, n'a pas du tout le même regard que quelqu'un comme Fanny Herrero qui a bossé pour France 2 et où les patrons de France 2 perdaient leurs cheveux et étaient en angoisse permanente en se demandant si cette série si parisianiste et sur les stars du cinéma allait toucher un large public. On connaît le résultat. Et puis, pour le showrunner, pour le créateur, arrive le moment où il faut terminer la série. Alors là aussi, on a des façons de faire différentes avec une série qui peut évoluer au fur et à mesure et puis une série dont on sait tout de suite dans la tête du créateur comment elle va se terminer. Moi, je crois que tous, ils ont une petite idée de comment leur histoire va se terminer, mais elle ne vient pas nécessairement au premier jour. Mais David Simon dit très bien que pour lui, il ne commencerait jamais à écrire une série avant de savoir comment elle finit. Euh, il a même en tête le dernier plan, ce qui est aussi le cas de Sean Ryan pour The Shield, qui a même déjà le morceau de la BO qui va être derrière son dernier plan. Euh, euh, j'ai pas eu affaire dans ce livre de gens qui ont fait des grandes séries de network qui continuaient pendant des années et des années. Aux États-Unis, je n'ai parlé qu'à des gens qui ont fait du câble. Donc déjà, on est dans un cadre qui est très particulier. On fait rarement plus de 6 ou 7 saisons. C'est pour ça que ce livre est imparfait, si j'ose dire. Il n'y a pas tous les types de séries télé. Évidemment, si j'avais eu le créateur du Big Bang Theory, je doute qu'il m'ait dit oui, oui, dès le début, j'avais une idée claire de là où on voulait aller, parce qu'il y a des séries qui s'écrivent beaucoup plus sur la durée et on ne sait pas encore quand ça va s'arrêter, et puis c'est 2 ans avant qu'on ait un peu plus de visibilité. Maintenant, je pense que les meilleures séries sont des séries où les créateurs ont une petite idée d'où ils veulent aller, d'où leur histoire va se terminer, peut-être pas au plan près, mais avec une capacité à tendre le récit et ne pas être, comme dit très bien David Simon, comme ces types qui s'assoient dans une writer's room et qui tous les ans se demandent comment ils peuvent faire durer leur truc pour toucher plus de pognon. C'est sa vision évidemment très provocatrice, mais je vois à peu près ce qu'il veut dire. Donc chacun, il se projette comme il peut en fonction de ce qu'on leur dit, mais c'est imparfait encore une fois.
les chapitres sur la fin des séries sont remplis de regrets, de c'est pas cette fin-là que je voulais faire, j'avais pas pensé ça comme ça, j'ai pas eu assez d'argent, il a failli que je termine avant. Et il y en a même, comme Fanny Hiro et Anne Landois, qui sont partis avant même que leur série soit finie. Donc, alors Anne Landois, c'est un mot particulier, parce qu'elle est arrivée après, elle n'est pas à l'origine d'Engrenage. Mais oui, c'est un geste qui est difficile, finir une série. Mais j'ai été très touché parce que finalement, je crois que c'est dans ces chapitres-là qu'on voit le plus la fragilité des créateurs, parce que c'est tellement dur d'en créer une que c'est aussi très très dur d'admettre qu'elle doit mourir. Et surtout, vous terminez quasiment en regardant ce que ça peut être l'après-série, qui a fait souvent connaître, parce que la vie, les séries que vous présentez ici sont souvent des séries ici à succès, qui ont parfois fait connaître leurs créateurs. Donc là, et on voit l'après un petit peu, et ça, c'est fort, j'allais dire, parce qu'on voit bien que les personnages essaient j'allais dire, de continuer à vivre, de continuer à écrire, à travailler après ce qui a été leur succès. Oui, alors c'est pour certains une angoisse très concrète, hein, comme Sean Ryan qui a fait The Shield et qui derrière a beaucoup travaillé, mais il l'admet poliment, n'a jamais fait d'œuvre aussi marquante que The Shield. Il a fait des séries qui marchent, hein. Il a en ce moment même une série qui s'appelle SWAT et qui est un succès d'audience, enfin, en tout cas qui tient la route sur CBS et TF1 en France. Donc, ils ne sont pas au chômage, ces gens-là. Ils ont tous beaucoup de travail, ils ont tous d'autres projets qui arrivent. Ray McKinnon, qui est comédien, est retourné faire le comédien. C'est pas des gens qui sont dans l'angoisse de se dire que c'est fini pour eux, ils n'auront plus jamais de série. En revanche, il y a évidemment un deuil à faire d'une relation qui a duré des années, qui les a obnubilés pour certains, qui a été passionnante, qui a été difficile. Et encore une fois, ils ont chacun leur façon de dépasser ça. Quelqu'un comme Adam Prisseux a finalement accepté de faire une saison de plus pour Netflix de Borgen. Et quelqu'un comme David Simon dit oh là là, quand c'est fini, c'est fini. Moi, de toute façon, j'ai toujours un projet qui arrive derrière. Et donc, ma technique, c'est de passer au projet suivant rapidement, comme ça, on ne se prend pas la tête. Mais je crois que toutes et tous témoignent quand même d'une tristesse, d'un regret, d'une forme de manque, ne serait-ce que des gens avec qui ils ont travaillé sur ce projet-là. Et c'est de la nostalgie, en fait, toute simple, hein, qui aurait pu très bien être… je dis toujours en rigolant, dans ce bouquin, il y a eu un certain nombre de citations qui, prises hors contexte, pourraient paraître être le témoignage de quelqu'un qui vous parle de son ex. Et de comment leur amour a grandi, et de comment c'était formidable, et de comment elle est partie, et il était triste après. Voilà. Donc, il y a une part évidemment d'humain là-dedans. Et le titre du bouquin est très direct et très informatif, créer une série. Mais il faut pas lire comment créer une série. Il faut lire justement c'est quoi créer une série émotionnellement. Ça veut dire quoi de se mettre dans ce truc et de vivre aussi longtemps avec cette série-là. Et donc forcément, ça veut dire lui dire au revoir un jour à un autre. Je pense que c'est facile pour personne. Effectivement, ça sera peut-être le mot de la fin pour cette émission Livre en série sur votre ouvrage Créer une série, Pierre Langlais, que vous avez sorti en ce mois de mars 2021 aux éditions Armancolin, parce que moi j'ai trouvé que c'était un ouvrage qui était intime sur les créateurs, parfois aussi intimiste, et c'est très très intéressant parce que on perçoit bien l'humanité de ces gens-là, et votre travail met bien en valeur le leur, et on voit bien aussi, Pierre, que vous connaissez les séries, que vous travaillez sur les séries régulièrement, et voilà, un ouvrage vraiment à recommander. Les coordonnées, les références sont disponibles sur notre site internet histoireensérie.com à la page spéciale livre en série. Vous pourrez retrouver la couverture et donc cette émission à écouter sur les plateformes habituelles et sur YouTube. Pierre Langlais, merci beaucoup, et puis on espère bientôt que vous veniez à notre micro représenter une autre série comme This Is Us. À bientôt, Pierre. Merci, à bientôt.
Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel